Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en Arabie Saoudite. Il va représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 14e conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Main dans la main vers l'avenir, c'est le thème de cette rencontre qui plonge entre autres sur le développement et la marche du monde islamique. Le recensement général de la population et de l'habitat démarrera en Côte d'Ivoire en novembre prochain. Le recensement pilote s'est déroulé dans 8 zones sur le territoire national du 11 mars au 19 avril. L'heure est à l'évaluation. L'Institut national de statistique fait des recommandations pour une réussite du RGPH 2019. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso préparent les prochaines assises du TAC 8, le traité d'amitié et de coopération qui doit se tenir à Ouagadougou. La délégation ivoirienne conduite par le ministre Marcel Amontano était en mission à Bobo-Dioulasso et dans le cadre de la 3e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation du TAC. Le président nigérien Muhammadu Buhari a été investi ce mercredi à Abuja pour un second mandat. Lors de son discours d'investiture, il a promis une nouvelle fois de s'attaquer à l'insécurité rampante et à la corruption dans son pays. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le président de la République du Portugal effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 13 au 14 juin prochain. Une visite pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire, justement, se prépare activement pour accueillir son hôte. Le ministre des Affaires étrangères du Portugal a été reçu par le vice-président Daniel Cablan-Duncan. Ils ont évoqué l'arrivée prochaine du président portugais en Côte d'Ivoire. Viviane Aimé. Après la mémorable visite d'État du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, au Portugal en 2017, la Côte d'Ivoire se prépare à son tour à recevoir du 13 au 14 juin prochain la visite officielle du président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa. La diplomatie dynamique du président de la République, Alassane Ouattara, porte une fois de plus de bons fruits pour la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Ernesto Santos Silva, présent à Abidjan pour la tenue de la 3e session de la commission bilatérale Côte d'Ivoire-Portugal, a échangé avec le vice-président de la République, Daniel Cablan-Duncan, au palais présidentiel. Il s'est réjoui des nombreuses perspectives de coopération qui s'offrent aux deux pays. Monsieur le vice-président, en tant que Premier ministre, il a présidé la délégation ivoirienne à l'occasion de la 2e réunion de notre commission bilatérale à Lisbonne en 2017. Cette réunion a été très importante pour décider l'implémentation de nouveaux chantiers de coopération bilatérale. La 3e réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Abidjan a été un succès sous tous les points de vue, selon tous les critères. Et bien sûr, j'ai travaillé avec mon collègue, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, pour préparer la prochaine visite du président de la République portugaise à Abidjan le 13 et 14 juin prochain. Cette visite, d'une certaine façon, fermera un cycle très important de visites de plus haut niveau. Le président Ouattara a fait la visite d'État au Portugal en 2017 et un nouveau cycle de coopération approfondie, renforcée, s'ouvrira pour les prochaines années, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, soit sur le plan de la culture et de l'éducation. Membre de l'Union européenne, le Portugal se signale aujourd'hui par le dynamisme de son économie. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en déplacement à l'étranger. Il est en Arabie Saoudite où il va prendre part au nom du président Alassane Ouattara à la 14e conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Main dans la main vers l'avenir, c'est le thème de cette rencontre. Plusieurs sujets seront évoqués, notamment l'économie, le développement et la marche du monde islamique. Mama Traoré est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Jeddah, capitale économique du Royaume d'Arabie Saoudite, offre son hospitalité au monde islamique, non seulement au siège de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique qu'elle abrite, mais aussi à ses pays membres.
En témoignent ces drapeaux dressés le long des plus grandes artères de la deuxième plus grande ville du pays, ce pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations qui transiteront par Djeddah pour allier la ville sainte de la Mecque où se tiendra vendredi la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des 57 États membres de la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies. À l'ordre du jour de cette rencontre au sommet, des questions se rapportant aux grands défis du monde islamique, tels la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et le terrorisme, l'investissement, les changements climatiques, l'autonomisation de la femme et la protection des droits de l'homme. Membre de l'OCI depuis 2001, la Côte d'Ivoire sera présente à ce rendez-vous majeur. Le président Alassane Ouattara sera représenté à ce sommet par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement et sa délégation, comprenant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Coulibaly, sont arrivés ce mardi à Djeddah en marge de la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La délégation ivoirienne mettra son séjour à profit pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'avec les pays du Golfe. Des discussions sont également prévues avec les dirigeants de la Banque islamique de développement. Ici en Côte d'Ivoire, le recensement général de la population et de l'habitat démarrera en novembre prochain. La phase terrain a débuté. Le recensement pilote s'est déroulé dans 8 zones sur le territoire national du 11 mars au 19 avril. L'heure est à l'évaluation du côté de Jacquesville. Pour l'Institut national de statistique, des corrections doivent être apportées, notamment dans les outils de collecte pour une réussite du RGPH 2019. Explication détaillée avec l'enseignant Bakayoko. Ce recensement pilote est l'une des 7 phases préparatoires clés du processus de réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat programmé pour la fin de l'année 2019. Ce recensement pilote nous permet de tester d'abord tous nos questionnaires et de choisir véritablement les variables que nous allons administrer aux ménages lors de la grande phase de l'opération. Ces variables sont liées notamment aux conditions du déroulement de l'opération de recensement. Cette séance d'évaluation aura donc permis de prendre connaissance des problèmes auxquels sont confrontés les agents recenseurs sur le terrain dans les 8 zones expérimentales. Des problèmes d'ordre technique et organisationnel en liaison avec l'encadrement des agents et les outils de collecte des données. Pourtant, le gros travail demeure au niveau de la sensibilisation pour une adhésion populaire. Le gros travail serait effectivement d'identifier un certain nombre de cibles. Et pour chacune de ces cibles-là, on va en fait mettre en place un dispositif d'approche. Dans ces cibles-là, il y a les communautés étrangères, il y a les diplomates, il y a les jeunes vulnérables, il y a les partis politiques. Il faut que toutes ces communautés étrangères qui résident en Côte d'Ivoire, étrangères comme locales qui résident en Côte d'Ivoire, soient effectivement associées à la bonne réussite du recensement. Le recensement général de la population et de l'habitat devrait fournir des données de base qui vont permettre de soutenir les actions de développement du gouvernement. On peut citer entre autres l'électrification rurale, l'adduction d'eau, les filets sociaux et l'érection des campements en village. Coût de l'opération, 19,6 milliards de francs CFA. Autre actualité qui retient également l'attention, la question de la réforme de la Commission électorale indépendante. Le gouvernement vient de produire un communiqué annonçant que les discussions avec l'opposition s'achèveront au mois de juin. Une séance est prévue le vendredi 23 mai. Je vous propose l'intégralité du communiqué lu pour vous par Alexis Ouedraogo. Sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le Premier ministre a initié depuis le 21 janvier 2019 un dialogue politique national en vue du réexamen de la composition de la Commission électorale indépendante CEI, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est dans ce cadre que le gouvernement a tenu à ce jour 8 rencontres, dont 4 avec des plateformes d'organisation de la société civile et 4 autres avec les partis et groupements politiques. Au cours des échanges, qui se sont déroulés dans un esprit constructif, il a été noté dans les propositions des différents acteurs, aussi bien des points de convergence que de divergence.
Toutefois, le PDCI-RDA et le groupement EDS sur les 9 partis et groupements politiques attendus, évoquant des préalables, n'ont pas pris part aux séances du comité restreint, cadre de discussion unanimement adopté après les séances plénières. Le gouvernement soucieux d'aboutir à la fin du processus à un consensus national sur la question de la composition de la CEI réitère son invitation à tous les acteurs à participer à ces concertations. Il rappelle que, tenant compte du calendrier électoral de 2020, les travaux devront s'achever impérativement au cours du mois de juin 2019 pour permettre au Premier ministre d'en soumettre les résultats au Conseil des ministres. En conséquence, la prochaine réunion du comité restreint avec les partis politiques est fixée au vendredi 31 mai 2019 à 10h à la salle C de la primature. Je l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso préparent les prochaines assises du TAC. 8, le traité d'amitié et de coopération qui doit se tenir à Ouagadougou. La délégation ivoirienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, était en mission à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la 3e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du TAC. Explication avec Michel Digri. Les travaux de la 3e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions du TAC ont permis de noter des avancées dans les projets initiés dans divers secteurs, même si certains blocages restent à lever pour d'autres. Nous pouvons ainsi nous réjouir de l'acquisition des financements pour le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou pour certains tronçons, de même que le démarrage effectif des travaux à certains niveaux. Dans le domaine de la sécurité, je voudrais saluer la fructueuse coopération entre nos deux pays, qui a permis d'aboutir à des résultats appréciables, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Les deux ministres des Affaires étrangères sont satisfaits de la vitalité de la coopération entre les deux pays. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se porte à merveille. Il ne peut en être autrement. Quand son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré et son frère, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, guidés par le souci de placer la coopération entre nos deux pays à un niveau inégalé en Afrique, n'ont eu cesse de multiplier les initiatives et les rencontres bilatérales pour donner les orientations susceptibles de consolider chaque jour davantage l'intégration de notre espace communautaire par le développement de notre coopération bilatérale. Les ministres Marcel Amontano et Ali Koulibaly ont été distingués dans le grade d'officier de l'ordre de l'étalon par les autorités du Burkina pour leur implication respective dans le processus de consolidation des liens entre les deux pays. Depuis sa création en juillet 2008, le TAC a permis la signature d'environ 80 accords. Le prochain TAC se tiendra au mois de juillet à Ouagadougou. Et l'axe Yamoussoukro-Tokyo se porte également à merveille. La Côte d'Ivoire, justement, entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec le Japon. L'État ivoirien vient de signer le livre d'or pour la célébration de l'intronisation du nouvel empereur Naruhito à l'ambassade du Japon. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, qui s'est chargé de cette tâche. La coopération bilatérale entre les deux pays a été évoquée, comme nous l'explique Sidonie Davila. Félicitations et soutien au peuple japonais relativement à la prise de fonction du nouvel empereur Naruhito. L'essentiel du message de la Côte d'Ivoire au Japon, inscrit dans le livre d'or par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. En général, il est de bon ton entre pays amis de féliciter. Ensuite, d'exprimer des vœux de santé, parce que pour remplir une mission, il faut avoir la santé, des vœux de succès, et réitérer les vœux d'amitié que le couple présidentiel nourrit à l'endroit de l'empereur et de l'impératrice. J'en ai profité pour faire un point de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire, qui est une coopération ancienne, une coopération dynamique qui s'est beaucoup renforcée ces dernières années. Le Japon s'apprête à célébrer officiellement l'accession au trône du nouvel empereur Naruhito le 22 octobre prochain. Une célébration à laquelle la Côte d'Ivoire compte participer. La présence du président de la République Alassane Ouattara avec son épouse est annoncée.
Et pendant ce temps, sur le terrain, la population continue, elle, de bénéficier des fruits du PS-Gouv, le programme social du gouvernement. Le volet réparation des pompes à motricité humaine se déploie dans les différentes régions. Vous allez le voir, 548 pompes seront réhabilitées dans la région du Poro et 148 pour la Bagoué. Les populations rurales ont désormais accès à l'eau potable. La correspondance d'Ami Sissoko. Ce puits, à côté du cimetière, est l'un de ceux qui approvisionnent en eau Lac-Polor, village situé à 5 km de Korogo. Nos mamans puisaient l'eau ici. Nous aussi. Il n'y a pas d'eau. Les femmes ont pris l'habitude d'aller au puits quand les pompes à motricité humaine sont tombées en panne. Vu le besoin en eau potable, elles ont dû faire preuve d'ingéniosité. La dalle servant du support à cette pompe hors d'usage retirée. Elles ont accès aux précieux liquides. Cela fait plus de 20 ans que cette pompe ne marche pas. Elle n'a plus de tuyau. Raison pour laquelle nous utilisons une puisette pour prendre de l'eau. C'est pénible. Mon souhait est de l'avoir réparée. Aujourd'hui, grâce au programme initié par le gouvernement, les 7 pompes de ce village sont en réparation. Chaque famille peut donc facilement se procurer de l'eau potable, ce qui fait le bonheur du vieux Dotin. L'une d'elles est près de sa concession. Les gens refusent de participer à la cotisation pour la réparation de la pompe. Ça fait 2 fois que je l'ai réparée pour que les gens puissent avoir de l'eau. La pompe du centre de santé de Lac-Polor a bénéficié du projet de réparation. Un véritable soulagement pour le personnel qui a toutefois une doléance, la réparation du château d'eau. Au moins 17 villages aux alentours de Lac-Polor. Même les gens de Nacho viennent pour les accouchements. Et souvent quand il y a un déficit ici, il faut aller chercher l'eau dans le village pour venir laver le matériel et nettoyer la salle d'accouchement. Donc c'est vraiment compliqué. Et aujourd'hui, l'eau, en tout cas pour le moment, c'est consommable. La pompe de l'école primaire publique est aussi réparée. Grâce à cette eau, la cantine peut fonctionner correctement. Environ 350 élèves s'y approvisionnent chaque jour. Pour l'heure, même si la population affiche son satisfait face au projet, des inquiétudes demeurent. Voilà, la qualité n'est pas aussi parfaite, mais par rapport à avant, on peut dire que c'est acceptable. Mais si on peut améliorer, ça nous fait plaisir aussi. Ils sont venus réparer. Mais pour pomper là, c'est dur. Pour avoir 25 litres comme ça, la personne va fatiguer. Face à ces préoccupations, le directeur régional de l'hydraulique du Poro rassure. Pour le moment, c'est tout à fait normal parce que nous venons de faire une nouvelle réparation et on a remplacé tous les joints. Alors qu'elles étaient habituées déjà à des joints qui étaient usés, donc ça fait que les bras se manipulaient facilement. Oui, la qualité de l'eau, oui, on a constaté qu'au niveau de l'école, l'eau est un peu rouge. Effectivement, on a vu le réparateur, on s'est dit que peut-être il a mis un peu plus de tuyaux, qui fait qu'aujourd'hui la pompe doit être dans la boue. Donc on va remonter un peu la pompe pour qu'on puisse avoir de l'eau claire et potable. 548 pompes sur 1275 vont être réparées dans le Poro. C'est le nombre le plus élevé de pompes à réparer dans le pays. Le top départ des travaux dans le Poro et dans la Bagoué a été donné à Lac-Polor par le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Je voudrais vous exhorter à vous approprier les ouvrages qui seront réparés ou réhabilités en vous impliquant de la manière la plus significative dans le suivi et la maintenance pour que les systèmes d'approvisionnement en eau potable de vos localités respectives ne soient plus à l'arrêt. Le programme de réparation des pompes dans le Poro et dans la Bagoué permettra de créer environ 500 emplois. Le vœu de la population est raccordé au réseau national de distribution d'eau potable. Et les populations sont heureuses puisqu'elles ont de l'eau, mais aussi de la lumière. Le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, vient de procéder à la mise sous tension de 4 villages dans le département de Dimbokro. Coût de l'investissement, 336 millions de francs CFA. Le village de Dadié Kwassikro a été choisi pour abriter la cérémonie officielle. Jean-Luc Bango pour le reportage. Lundi 27 mai 2019. Une date à marquer d'une pierre blanche pour les populations de Dadié Kwassikro. La raison,
Ce village situé à 13 km de Dembokro a été choisi pour abriter la cérémonie de mise sous tension de 4 localités dans la région d'Inzi. On était dans difficulté. Parce qu'on ne peut pas aller voir ton ami chez lui à la maison, parce qu'il fait noir. Si tu n'as pas torche, tu ne peux pas sortir. Actuellement, comme le courant est arrivé, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Je suis en Jaï même. Kogina, Bokabo, Kangrasu et Dadie Kwasikro, désormais raccordés au réseau électrique national par ce geste du ministre Abdourahmane Sissé. Ce sont désormais 41 villages qui ont accès à l'électricité sur les 71 que compte le département de Dembokro, soit un taux de couverture de 58%. L'importance de l'électricité n'est plus à commenter. Nos parents vont sortir des ténèbres et surtout permettre à nos enfants qui sont dans les villages d'avoir l'électricité comme leurs frères qui sont en ville. C'est des populations qui attendaient la lumière et voilà que cette lumière est arrivée grâce au chef de l'État. Cette population est venue célébrer la lumière, mais dire aussi merci au chef de l'État pour toutes ces actions sociales qu'il mène. L'électrification de ces 4 villages qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'électrification rurale, PRONER, a coûté 336 millions de francs CFA. Il reste encore 10 localités à Dembokro que nous allons électrifier entre maintenant et la fin 2020. Parce que dans le programme, il y en avait 15 qui devaient être faits. Tout ça pour dire que ce que le président de la République promet, il le fait effectivement. Dès la semaine prochaine, nous aurons des équipes qui seront sur place pour permettre aux populations de se raccorder effectivement à l'électricité en ne payant aucun sou. Les investissements engagés dans le département de Dembokro sur la période de 2012 à 2019 en matière d'électricité sont évalués à 2,3 milliards de francs CFA. Je vous conduis à présent sur le terrain politique en compagnie de la coordination régionale Génération gagnante du Haut-Sassandra qui est allée à la rencontre des populations du département de Zoukoubeu. Ce mouvement entend s'impliquer dans les actions de développement de la localité. Une initiative accueillie dans la ferveur, nous rapporte Kader Sogodogo. Zoukoubeu, nous sommes en Terre-Niapois, une danse de réjouissance pour manifester la joie de tout un peuple qui place son espoir en un nouveau concept. Un mouvement citoyen, Génération Gagnante, GG, un mouvement qui soutient les populations à travers des actions de développement et qui met en exergue les actions gouvernementales. Son coordonnateur régional du Haut-Sassandra, Antoine Misako, en Terre-Niapois, a présenté officiellement le mouvement GG. Génération Gagnante, qui est un mouvement citoyen créé par des cadres aux compétences avérées, qui sont aux affaires, ayant une expérience requise dans plusieurs domaines. Notre approche est de rappeler l'état de ce qui est réalisé en un temps record et surtout voir en Génération Gagnante l'interlocuteur privilégié de votre département Zoukoubeu vers les actions gouvernementales de développement. Le peuple niapois s'inscrit dans la droite ligne de Génération Gagnante. Si elle n'est pas venue ici, là, le président ne va pas savoir quels sont ceux qui sont pour lui. C'est grâce à eux aujourd'hui que le président se rend bien à ce Nous sommes Génération Gagnante. Le mouvement citoyen Génération Gagnante est présidé par Lancine Diaby, directeur général du Fonds d'entretien routier. Son parrain est le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Koulibaly. Les lignes bougent également et dans le secteur informel, le ministère de l'Artisanat s'implique dans l'organisation de l'univers des motos et tricycles. Le syndicat des conducteurs de motos tricycles de Côte d'Ivoire veut sortir de l'informel et se conformer aux exigences urbaines. Plusieurs artisans de ce secteur d'activité ont reçu des cartes professionnelles délivrées par la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. Marcelin Kla, Walter Madouatara. Dans la dynamique de l'organisation de leur secteur, les conducteurs de tricycles réunis au sein du syndicat de conducteurs de mototaxi de Côte d'Ivoire ont pris part à une cérémonie de remise de 4 professionnels dans la commune d'Abobo. Relativement à leur incivisme et indiscipline constatés dans la circulation routière, l'activité des tricycles faisait l'objet d'une censure par le ministère des Transports. Il leur est interdit le transport des personnes. À présent, les choses vont dans le bon sens pour ces conducteurs de tricycles grâce à leurs actions de professionnalisation soutenues
par le ministère de l'Artisanat. Nous comptons organiser nos artisans parce que de l'informel, nous allons au formel. Il y a des formations, c'est accompagné aussi de beaucoup d'autres choses. La Chambre du métier prend le relais. C'est pour cela que nous demandons à ces artisans-là de prendre la carte des métiers, c'est ce qui peut les envoyer devant. Sur 6 000 conducteurs de tricycle répertoriés dans la base de données de la Chambre de métiers de Côte d'Ivoire, environ 2 000 sont aujourd'hui munis d'une carte professionnelle. La date de rigueur, c'est dans 3 mois. Jusqu'à quand? Parce que nous avons mai, juin, juillet. Jusqu'à fin juillet, il faut que tout acquiert les cartes professionnelles. Ceux qui n'ont pas les cartes, on va les arrêter. Le monde de l'artisanat touche 40% de la population active, à savoir 40 corps de métiers et 245 métiers. Un atout que le syndicat de conducteurs de mototaxi de Côte d'Ivoire veut davantage valoriser. Et on a décidé de se mettre en syndicat pour essayer d'organiser le secteur des tricycles. On amène les chauffeurs à être en règle en face de la loi. Cette cérémonie a été ponctuée par un hommage rendu au ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, pour son apport en faveur de ce secteur d'activité. Au niveau culturel, Abidjan Film Summit, lancé hier par la RTI, la radio et télévision ivoirienne, a refermé ses portes. C'est une plateforme d'échange et de développement du secteur de l'audiovisuel. Les producteurs et décideurs de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'autres pays ont planché sur le financement du contenu audiovisuel et cinématographique en Afrique subsaharienne. Le directeur général de la RTI, Dambele Fosseni, a pris part aux travaux. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, a reçu des invités spéciaux. Il s'agit des enfants du préscolaire. Ces derniers sont venus visiter les locaux du ministère. Ils sont au total 35 enfants issus de 11 centres sur les 212 que compte notre pays. Et ces enfants ont eu un moment convivial, un moment d'échange avec la ministre Bakayoko Liramata. On en sait plus avec Herman Zérignon et Franck Quadio. Je suis l'inspecteur général. Cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une réunion de cabinet bien particulière, des membres du cabinet remplacés par des enfants. Ils sont 35 en tout, issus des 11 centres de protection de la petite enfance du district d'Abidjan. L'idée est de permettre aux tout-petits élites de demain de s'imprégner des réalités dans un cabinet ministériel. Et justement, l'occasion est toute belle face au ministre Bakayoko Liramata, des préoccupations exprimées par les tout-petits. Nous souhaitons avoir beaucoup d'écoles préscolaires pour que nos petits frères bénéficient de la joie et d'un épanouissement total comme nous. La ministre satisfaite de l'esprit alerte des pupilles, l'État selon elle s'engage à leur garantir une éducation de qualité. Je voudrais effectivement saluer bien sûr la politique éducative mise en place par le gouvernement de Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui traduit en fait la vision du président de la République qui est de permettre à tous les enfants de passer par le préscolaire avant d'aller au niveau du cycle primaire. Et c'est notre mission. Remise de cadeaux, visite de cabinet, séance à photo, un moment savouré par les petits visiteurs qui n'ont pas boudé leur plaisir. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 1er juin 2019, le lendemain de la nuit du destin, Laylatou 4 est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et le ramadan tire à sa fin. C'est un moment de partage et de solidarité. Plus de 10 000 kits alimentaires ont été distribués aux musulmans de la région du Poro. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage de Soro Corona. Centre hospitalier régional de Kourougou. Les malades, leurs parents, le personnel soignant reçoivent des kits alimentaires pour la rupture du jeûne. Même décor dans les villages de Wolo et de Tioro. Les fidèles musulmans reçoivent ainsi le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Soutien pour traduire en actes concrets les prescriptions islamiques. Partage, solidarité et don de soi. En 2 jours, ce sont plus de 10 000 kits alimentaires qui ont été distribués. C'est une manière aussi pour le président de la République et pour le Premier ministre de montrer à la population ivoirienne que quelle que soit leur situation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, le président a une pensée pour eux. Et c'est pour cela que le président et le Premier ministre nous ont envoyés sur le terrain afin de soulager nos parents et de demander des prières pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, a exhorté les fidèles musulmans et les guides religieux à toujours prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.
Des domiciles, des communautés vivant à Kourougou, les gares routières, les marchés ont été visités par les chargés de mission du président de la République. Les fidèles musulmans de la mosquée Mohamed VI de Ferké n'ont pas été oubliés par cette caravane de la solidarité et du partage. Le mois de carême, on dépense 3 fois que d'habitude. Donc quand il y a un petit don, vraiment pour nous, ça nous va droit au cœur. Ce don que nous recevons va nous permettre d'achever le mois de carême sans grand souci. La distribution des kits alimentaires aux fidèles musulmans en cette période du jeûne du Ramadan du président de la République a débuté à Abidjan. Ce sont plus de 30 000 kits alimentaires qui ont été distribués. Et dans l'actualité sportive, la CAN 2019 débute le 21 juin prochain en Égypte. Le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim a dévoilé sa première liste de 27 joueurs pour la campagne de préparation de cette CAN. Gervinho n'a pas été appelé. Notez la campagne débute en France pour s'achever aux Émirats arabes. Le reportage de Salih Ouattara dans nos prochains journaux. On va terminer par le Nigeria où le président Muhammadu Buhari a été investi ce mercredi. C'était à Abuja pour un second mandat. Et lors de son discours d'investiture, il a promis une nouvelle fois de s'attaquer à l'insécurité rampante et à la corruption dans son pays. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Et je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure sur ce même plateau.